Expert en prospection digitale et automatisation, il aide les entreprises à booster leur croissance grâce à l'IA et au digital. Il est engagé, il forme les futures générations en Afrique aux enjeux du numérique. Mon invité est Ouri Diallo. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission Déclic. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ouri Diallo qui est avec moi et qui nous parle data, IA, enfin bref, toute la tech quoi. Bonjour Ouri. Bonjour Cynthia. Ça va? Ça va et toi? Ravie de te recevoir sur le plateau de Déclic. Merci de m'avoir invité, je suis ravi. Bon, on va parler de l'IA. Je crois que c'est un domaine que tu maîtrises, tu connais bien. Ouais. Oui. Ouais, plutôt, ouais. Plutôt. Bon, avant d'en arriver là, c'est qui Ouri? Ouri, c'est un entrepreneur qui est papa. C'est important, le côté papa, parce que tu ne peux pas entreprendre de la même manière quand tu as des enfants et quand tu n'en as pas. On est d'accord. J'ai 37 ans, je suis à la base un pur sales, c'est-à-dire que j'ai toujours ce background commercial et petit à petit, je suis rentré dans le côté tech. Et en fait, il y a eu un tournant en 2018 où je me suis dit, mais il y a toute cette technologie qui arrive, toutes ces automatisations, ces outils qui font plein de trucs tout seul, alors que moi, j'allais reprendre mon activité tout seul, un peu à l'ancienne, en contactant les personnes, manuellement. Et c'est là où j'ai appris à mettre en place ces outils-là, et je me suis rendu compte du gain de temps que c'était. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire profiter à d'autres personnes, et c'est devenu mon métier du coup. Vous dites, donc le déclic, il a eu quand, en 2018, à partir d'un événement précis? En fait, j'ai toujours voulu créer ma boîte. Ça, c'est un truc, même ma mère me le disait encore la dernière fois. Quand j'étais petit, moi, j'avais mon oncle qui était entrepreneur. Et en fait, quand tu es petit, que tu as 8 ans, tu vois ton oncle qui décroche le téléphone, tu sais qu'il est entrepreneur. Pour toi, c'est un peu Superman. C'est un peu, tu as l'impression qu'il sauve le monde à chaque fois qu'il décrochait le téléphone. Oui. Alors qu'il m'a expliqué bien plus tard, quand j'étais en âge de comprendre, il m'a dit, mais tu sais, en fait, je gérais juste des problèmes. Et maintenant que je suis dedans, je comprends. Et en fait, 2018, c'était le moment où j'ai fait le tour du salariat, j'ai eu des postes à responsabilité, j'ai fait plein de choses et je suis arrivé à un plafond où je me suis dit, bon, là j'ai vu ce que j'avais à voir, viens, je tente ma chance. Et je le faisais déjà un peu comme ça, mais pour des amis, en les aidant d'un point de vue business, d'un point de vue outils, etc. Et quand tu as une personne, deux personnes, trois personnes qui te disent, mais en fait, tu sais que tu es pertinent sur ton sujet, je me suis dit, une fois, ça peut être un coup de chance. 2 fois, pourquoi pas. 3, 4, 5, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est là où, en fait, les planètes se sont alignées. Et je me suis dit, pourquoi pas lancer ma boîte à ce moment-là, en 2018. Ouais. Donc, vous avez créé le cabinet ODK, Agency. Oui. C'est quoi exactement ce cabinet? Alors, nous, on est une agence où on accompagne les entreprises et les indépendants à automatiser leur process un peu chiant, désolé du terme, pour leur permettre de récupérer du temps. Aujourd'hui, le temps est la valeur la plus importante qu'on a en réalité. Comme disent les Américains, time is money. C'est ça. Le temps, c'est de l'argent. L'argent te permet d'acheter du temps. Un truc aussi simple que d'aller récupérer son enfant à l'école parce qu'on a envie de le faire et parce qu'on s'est dégagé du temps pour le faire, ça devient super intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, à travers ODK Agency, j'accompagne ces boîtes-là, ces personnes, à automatiser des process répétitifs qu'ils n'aiment pas faire et que l'IA ferait beaucoup mieux qu'eux, pour qu'ils puissent récupérer du temps et en faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça, en fait, le côté super intéressant. Mais l'IA, il ne fait pas tout seul. Ça peut être chronophage de tout le temps lui donner des prompts, de lui dire « fais ci, peux-tu m'aider à faire ça ?» C'est une super remarque. Et c'est ce que j'explique à chaque fois. Effectivement, il y a ce côté où, moi, je pose toujours la question, est-ce que c'est vraiment répétitif ? Ça veut dire que si on le fait une fois dans la journée et que ça prend 3 minutes, non, ce n'est pas pertinent. Parce que 3 minutes dans une journée, on est capable de les prendre. Si ça revient souvent, que ça prend du temps et qu'on n'a pas de valeur ajoutée à faire cette tâche-là, effectivement, il faut penser à automatiser. Parce qu'aujourd'hui, l'IA ne pourra jamais automatiser à 100%, c'est impossible. Ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Il a besoin de l'humain quand même. Il a besoin de l'humain. En fait, si tu veux, c'est que la plupart des personnes ont ce rêve de se dire je mets de l'IA partout, j'automatise à 100%, je dors, il y a de l'argent qui rentre. C'est ça. On peut arriver je dis souvent, à 80% à automatiser. 100%, c'est injouable parce qu'il y a le 20% où c'est du contrôle. On doit regarder ce qui est fait, analyser, corriger. Mais effectivement, pour revenir à ce que tu disais au départ, le fait de faire des prompts pour obtenir des résultats, il faut déjà se poser la question, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Si je peux le faire tout seul moi-même, je le fais tout seul. Si ça ne me prend pas beaucoup de temps.
Mais si effectivement c'est quelque chose qui va me prendre du temps, que je n'aime pas faire, que l'IA fait mieux que moi, les conditions sont réunies pour automatiser et gagner énormément de temps par la suite. Pourquoi les entreprises? À quel moment vous avez vu que les entreprises avaient besoin de vous, justement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, en 2022, le monde a changé, parce que ChatGPT est arrivé en octobre. Et à partir de là, en fait, ils ont un peu ouvert la boîte de Pandore, parce qu'en réalité, avant 2022, moi j'avais déjà des outils qui faisaient à peu près la même chose. C'est juste que ce n'était pas encore ouvert au grand public et pas assez simplifié. ChatGPT aujourd'hui, si on regarde comment c'est fait, c'est une interface un peu à la Google. Au niveau du design, ils ne se sont pas pris la tête, ils ont fait un truc très simple, mais ultra accessible. Et en réalité, les entreprises aujourd'hui, elles ont un besoin de productivité et on se rend compte également qu'il y a énormément d'erreurs humaines. Quand on doit copier-coller une donnée d'un tableau vers un autre, quand on en a un à faire, ça va, 10, ça se gère, 20, 30, 50, 150, ça commence à être compliqué. Et à 17h, quand les yeux commencent à se croiser, forcément, le taux d'erreur est important. Et il y a une erreur sur une facture, une erreur sur un tableau de suivi, etc. Forcément, au bout d'un moment, pour une entreprise, ça coûte des sous, parce qu'il faut revenir dessus, il faut modifier, il faut renvoyer. Et les mails, quand les clients nous envoient des mails, on est trop dans le jus pour répondre, du coup on répond 2 jours après ou 3 jours après, s'il y a de l'insatisfaction, etc. Alors que là, avec l'IA... C'est là que vous intervenez. Oui, il n'y a pas tout ça, parce qu'on peut brancher les outils les uns avec les autres pour leur permettre de faire le job qu'on aurait peut-être oublié de faire. Donc on prévoit de dire, bon, mercredi à telle heure, je réponds au mail de monsieur, madame un tel, plus rapidement justement, et me dégager du temps. Exactement. Pour faire autre chose et être plus productif. C'est ça, c'est dégager du temps, mais également de la charge mentale, parce qu'en réalité, un entrepreneur, il a 50 casquettes. Et si de temps en temps, on peut déléguer une des casquettes à l'IA, ça peut être pas mal, et notamment cette histoire de mail, ça peut être la gestion d'un agenda, ça peut être l'envoi de messages, ça peut être plein de choses qui nous bouffent du temps. On doit y penser, on le note sur notre to-do, et au final, à la fin de la journée, on regarde la to-do, on dit « il y a encore ça à faire ». Alors qu'on devait le faire. L'IA ne procrastine pas. L'IA est branchée, connectée, et après, ça roule tout seul. Elle veut du boulot. Ouais, dès que la donnée arrive, elle est traitée automatiquement, donc ça permet aussi de ne pas avoir à y penser. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous sentez, on a eu la chance d'échanger avant cette interview, vous m'avez dit, je suis un enfant geek, je suis un geek, je suis de l'école geek. Est-ce qu'aujourd'hui, le geek est modernisé? En fait, alors, j'ai jamais été un geek en tant que tel. Ça veut dire que j'ai toujours eu cette appétence, cette curiosité pour les outils. Un truc aussi bête que à la maison, c'est moi qui programme les télécommandes, qui programme toutes les box, les machins, les trucs. J'ai jamais été dans du code parce que mon cerveau ne comprend pas ça. Le code, c'est c'est compliqué pour moi. En revanche, quand j'ai compris qu'avec le no-code, qui est un peu le côté très simple du code et qui nous permet de faire pratiquement la même chose, je vais me faire des ennemis parce qu'il y en a qui vont me dire non, c'est pas possible. Mais je me suis dit, il y a une opportunité. Parce que moi, j'aime faire les choses. Le codage, c'était trop compliqué pour moi. En revanche, le no-code me permet d'avoir une efficacité accrue par rapport à ce que j'aurais pu faire tout seul. Ça, plus de l'IA qui est arrivé maintenant avec la possibilité de brancher le tout et de faire une petite sauce à mon goût, ça devient super intéressant. Parce que c'est là où on se dit, une personne tout seul, il peut gérer son entreprise, les 4 pôles de son entreprise, s'il fait les choses intelligemment. Et c'est là où ça devient super intéressant, parce que c'est abordable. Tout le monde est capable de le faire en réalité. Après, la vraie question à se poser, c'est est-ce que les gens n'ont pas trop la flemme de le faire? Moi, ça me va, parce que c'est là que j'interviens. Il y a la flemme, mais aussi, c'est comme la carte bancaire à l'histoire du non-contact. On oublie les codes maintenant. Est-ce que le fait justement de trop utiliser l'IA en entreprise fait que si on n'a plus l'habitude, nous, d'envoyer... à l'époque, il fallait avoir le nom, l'adresse de tout le monde pour pouvoir envoyer après les enveloppes, les courriers. Si on n'a plus l'habitude de faire tout ça, on laisse... Et un jour que l'IA ne fonctionne pas, admettons que pendant 24 heures, il n'y a plus d'IA, on fait comment? C'est arrivé. C'est arrivé, je me souviens au démarrage de ChatGPT notamment, parce qu'il y en a plein d'autres, mais ChatGPT c'est le plus connu, le plus utilisé. Il y avait des jours où ça ne fonctionnait pas. Et quand ça ne fonctionnait pas, on voyait tout de suite la répercussion. C'est-à-dire que, notamment sur les réseaux sociaux, on parle souvent de LinkedIn dans le monde pro,
voit que depuis ChatGPT, beaucoup de personnes qui n'avaient pas l'habitude de poster sur les réseaux sociaux s'y sont mis, parce que c'est ChatGPT qui rédige pour eux. Et pendant ces pauses-là où ça ne fonctionne pas, on se rend compte que, bizarrement, il y a moins de posts, il y a moins de choses. Et j'avais fait un post à ce sujet-là, justement, il y a quelques semaines, qui avait fait 360 000 vues, parce que les gens sont pris au sujet. Je me suis rendu compte que moi-même, alors que c'est mon domaine, je me suis rendu compte que pour certaines petites tâches, j'allais sur l'IA rédiger un truc alors que j'aurais pu le faire tout seul. Et au final, on se rend compte que notre cerveau, comme vous le disiez justement, à force de ne plus faire certains trucs qu'il a l'habitude de faire et qu'il sait faire, ça s'atrophie. C'est un muscle. Si on ne fait plus de sport pendant un moment, nos muscles s'atrophient. Le cerveau fonctionne pareil. Donc le danger, il est un peu là. Trop de délégation, tue, quoi. Trop de délégation, ça tue. Et puis au final, notre cerveau, il a besoin de travailler aussi le côté créatif. Même certaines tâches, il a besoin juste d'être stimulé. Alors justement, j'arrive à la question de la menace sur l'emploi. Est-ce que vous pensez que c'est bon pour nous ou on va encore en perdre Alors, je vais... Entre les usines qui ferment, les magasins qui ferment. J'ai envie de dire, l'IA reste une opportunité intéressante. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les magasins, avant, il y a, on va dire 10-15 ans, il y avait toujours une caissière ou un caissier qui nous permettait d'encaisser. Au fur et à mesure, on en a remplacé quelques-uns pour mettre des caisses automatiques. Ça va dans le sens du progrès de la modernité. Mais maintenant, les personnes qui étaient à la caisse, qu'est-ce qu'elles font maintenant? Elles vont piloter, surveiller. Oui, c'est pas exactement la même chose. C'est pas... Après, quand vous discutez avec des caissiers, moi je l'ai fait. Le fait de passer des articles toute la journée, c'est pas forcément la partie la plus intéressante de leur métier. Chronophage. Le fait de pouvoir surveiller, s'assurer que ça fonctionne, et ils acquièrent des compétences techniques autres, parce que quand on sait faire débugger la machine, etc., ce sont malgré tout de nouvelles compétences. Donc je pense que l'IA reste un danger pour certains emplois, on ne va pas se mentir. Mais en même temps, ça permet de pouvoir amener les personnes à avoir d'autres types de compétences. L'IA aura toujours besoin d'être surveillée, en tout cas pour le moment, et espérons que ça dure. Mais c'est ce travail-là qui est intéressant, c'est de pouvoir surveiller, de permettre aux gens de monter en compétences, comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir agir. Mais effectivement, si on en reste aux tâches standardisées qui sont remplaçables, un chef d'entreprise, lui, il va calculer sa productivité. Ok, c'est un investissement, par exemple, dans les usines, vous le disiez tout à l'heure, les usines, on a mis des robots, mais quand on regarde la productivité d'un robot versus celle d'un humain, il n'y a pas photo. Non, bien sûr, ça va. Amazon l'a compris, ça va beaucoup plus vite. Bien sûr. Et puis même dans d'autres éléments, on parle de la création de contenu. Aujourd'hui, on parle d'un épisode comme celui-ci, on peut très rapidement prendre l'épisode, le mettre dans des outils qui vont les découper automatiquement, nous faire 20, 30, 40 contenus et pour les poster très rapidement sur les réseaux sociaux. Là où avant, il faut tout regarder, il faut regarder les éléments, faire le montage, etc. Donc ça prend fatalement plus de temps. Donc il y a cette notion-là où l'humain va avoir une autre place dans le cas où il accepte en fait, de monter en compétence. Il faut l'utiliser à bon escient, en fait. C'est ça. Il ne faut pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Enfin, après, chacun en fait l'usage qu'il veut. Limite, mais je vois certains trucs, ça sent l'IA, ça pue l'IA, comme on dit, mais au final, c'est pas la bonne façon de l'utiliser. Aujourd'hui, ça reste une opportunité incroyable parce que dans certains aspects, comme la médecine ou plein d'autres choses, ça nous permet de pouvoir sauver des vies, ça nous permet de faire plein de choses, d'acquérir des compétences aussi. Parce qu'il n'y a pas juste le côté où je m'invente des compétences avec l'IA, c'est aussi, je veux apprendre sur un sujet. L'IA peut me permettre d'apprendre sur ce sujet-là beaucoup plus rapidement que trouver une formation, aller en cours, etc. etc. Donc il y a plein d'aspects qui sont sous-exploités, mais qui nous permettent quand même de pouvoir faire pas mal de choses. Quand on vous écoute, on se dit que l'IA, vraiment, faut le prendre, faut l'utiliser tout de suite. C'est fluide, j'ai envie de dire. C'est simplifié. À une époque, c'était beaucoup plus complexe. Il fallait connaître du code, il fallait connaître plein de choses comme ça. Aujourd'hui, il faut juste savoir demander. Parce que, en réalité, c'est ça. C'est comment on est capable de faire un brief. C'est ça qui nous permet de faire des prompts cohérents. Si on fait un brief cohérent, même si on a un membre de staff, on lui donne une mission, on va le briefer. On va lui donner tous les éléments pour qu'il puisse réaliser sa mission. Mais si on ne donne pas les bons éléments, on dit juste rédige-moi un poste, oui, mais n'importe qui va dire oui, d'accord. Est-ce que vous vous considérez comme un ingénieur, Ouri ? Je ne me considère pas comme un ingénieur, mais je suis quelqu'un qui trouve des solutions. Ça a toujours été ma grande force depuis tout petit, c'est de trouver des solutions. Et avec les outils
qui arrivent aujourd'hui, de voir le potentiel qu'on a de pouvoir brancher les outils les uns avec les autres et de faire ce qu'on appelle dans le jargon des workflows, c'est-à-dire des chaînes d'actions qui se connectent les unes avec les autres, c'est juste incroyable. Enfin, on peut faire tellement de choses aujourd'hui, notamment on parlait des agents IA, en ce moment on en parle tout le temps, c'est juste des automatisations qui tournent les unes avec les autres et on a mis une sorte de cerveau central qui va gérer. Et c'est ça qui est fou aujourd'hui. Vous m'avez parlé du continent africain. Ouais. C'est quoi vos projets là pour la suite là-bas? Alors, j'avais déjà fait un premier essai en 2018 en Guinée, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai d'abord créé ma boîte en Guinée avant de la créer en France. L'idée pour moi, c'est vraiment de pouvoir avoir un impact. Je sais que ça fait un peu galvaudé comme terme, mais... C'est l'écosystème. C'est ça. En fait, en réalité, moi, ce qui m'a poussé à le faire sur le continent africain, c'est quand je voyais mes cousins, mes cousines qui prenaient la mer, j'en ai perdu quelques-uns, et je me suis dit, en fait, ils ne se rendent pas compte que la majeure partie d'entre nous qui sommes nés ici, on veut repartir là-bas. Et quand j'y vais et que je leur explique ça, ils me disent, oui, mais c'est parce que vous êtes là-bas. J'ai dit, oui, mais si nous, on veut aller de votre côté, c'est qu'on a compris qu'il y a quelque chose à faire. Et aujourd'hui, il y a, notamment en Guinée, au Sénégal, à Madagascar, des pays que je côtoie, des talents, des vraies personnes qui ont des compétences. Là-bas, il n'y a pas France Travail. Ça veut dire que si on n'a pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, pour trouver un job, c'est très compliqué. Ou pour même donner une enveloppe. C'est ça, oui. Enfin, du mois, il n'y a rien. Voilà. Donc, oui, le fameux Western Union, tout le monde est capable d'appeler le 28. Entre le 28 et le 1er, ils savent qu'on a les enveloppes qui sont arrivées. Oui, il connaît. C'est ça. Hein, et bizarrement, là, le téléphone, il sonne. Tout le mois, il sonne presque pas, mais là, ça enchaîne. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, si on amenait à ces jeunes-là la possibilité de pouvoir bosser, plutôt que de leur envoyer de l'argent. Moi, ça ne me dérange pas de donner de l'argent, mais il faut une contrepartie. Parce que sinon, c'est juste du cadeau et c'est pas leur faire un cadeau. À quoi ça sert, tout à fait. Exactement. Et en 2018, on avait organisé un atelier en Guinée qui n'était pas prévu. J'y suis arrivé, c'était un mardi soir, j'ai eu l'idée. J'ai réuni des potes à moi et le mercredi, on a organisé un atelier sur simplement le fait de pouvoir passer des entretiens d'embauche. Parce qu'en Guinée, par exemple, ce n'est pas des choses qui sont enseignées dans les écoles. En tout cas, je pense que c'est sur tout le continent. C'est pas quelque chose qui est très, qui est utilisé. Hein. C'est beaucoup de réseautage. Maintenant, un peu plus. J'ai vu certains pays où ça bouge, mais en Guinée, à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, j'avais rencontré la DRH d'Orange à l'époque, j'avais rencontré pas mal de têtes, et on s'était dit, venez, on organise un atelier, on prend 20 étudiants ou 30, peu importe, et le matin, on leur a fait pratico-pratique. C'est-à-dire que simulation d'entretien, je les ai fait transpirer, ils étaient là, ils n'avaient pas l'habitude. Et l'après-midi, surprise, j'ai ramené des recruteurs. Je leur ai dit, voilà, vous allez passer des vrais entretiens et on va voir ce que vous êtes capable de faire. Et ce qui est super cool, c'est qu'à l'issue de cet entretien-là, il y en a 3 qui ont trouvé un job. Un stage et une en CDI. Et l'intérêt pour moi, c'était de dire, en fait, si on leur montre, si on les forme, ils sont capables de faire. Donc, mettons l'accent sur ça. Et si on va plus loin, on va travailler avec eux sur des compétences très actuelles. Quand je regarde l'Inde, dans les années 90, l'Inde était la plateforme informatique du monde. Ils ont réorienté toute leur organisation, toute la scolarité, toute l'éducation vers l'informatique. Ce qui fait que toutes les plateformes de support, des grosses boîtes, étaient là-bas. En Afrique, on pourrait faire la même chose. Aller amener des compétences liées à de l'IA, à du no-code, à de l'intelligence artificielle, à de l'automatisation, etc. là-bas, pour leur permettre, très simplement, d'avoir les compétences et qu'on puisse travailler. Et développer directement dans le pays. Exactement. Au début, quand j'ai commencé en 2018, j'avais 3-4 consultants là-bas, mais qui bossaient sur la création de sites web. Un truc aussi simple. Mais quand vous avez un jeune de 21 ans qui gagne 500 € parce qu'il a travaillé 4 jours, 500 € en Guinée à l'époque, c'était une famille de 5 personnes qui vivaient tranquille pendant 3 mois. Vous répétez l'opération 4 fois, il a 1 an. Et c'est là où on crée de la valeur, on crée de l'emploi. Et d'ailleurs, ce jeune-là, après, je ne pouvais plus bosser avec lui parce qu'il a été recruté par le gouvernement. Mais derrière, il a formé d'autres personnes qui pouvaient faire le job. Et c'est ça, en fait, c'est d'amener cette chaîne de valeur vers le haut et de transmettre. Parce que cette valeur de transmission, elle est super intéressante. Et de permettre aux jeunes là-bas de se dire, ouais, j'ai un avenir sur le continent. J'ai pas besoin d'aller en Europe, au Canada ou que sais-je, alors qu'ils peuvent le faire chez eux. Oui, malheureusement. Mais ça, il faut sensibiliser. Il faut continuer à sensibiliser. Et peut-être, au fur et à mesure, l'écho va se... Il faut qu'il y ait des exemples, il faut qu'il y ait des modèles sur place. Parce que nous, notre parole,
on est bien gentil, mais ils ne la prennent pas en considération. Bien sûr. Parce que, chose que je comprends, hein, j'ai encore eu l'échange en janvier, j'étais au Sénégal, on a échangé avec pas mal de jeunes. Ma voix ne va pas porter. Mais s'ils ont des exemples locaux qui, eux, ont fait le choix de rester, qui se sont formés et qui bossent, qui reviennent, là, ça a un impact. Là, ça a un impact. Et je pense que c'est notre responsabilité également à tous. de pouvoir les aider à grandir au sein du continent. Parce que le continent africain, c'est le plus jeune. Donc, on dit que c'est l'avenir. Hein. C'est l'avenir. Ah, oui. Mais ça a déjà commencé. Yuri, est-ce que vous auriez, on arrive à la fin de cette émission, un dernier message? Qu'est-ce que vous pourriez dire à la nouvelle génération qui vous écoute aujourd'hui et qui a peut-être aussi envie de se lancer dans l'IA, dans tous les outils, j'ai envie de dire je leur dirais, il faut se lancer, il faut apprendre, il faut les maîtriser, parce que c'est l'avenir. Donc si vous ne prenez pas le train en marche maintenant, plus tard, ce sera trop tard. Et c'est aussi une porte de sortie incroyable pour vous permettre de pouvoir grandir, de vous épanouir et de créer des boîtes pérennes. Parce que maîtriser des outils aussi complexes qui vous permettent de gagner du temps, on sait que le temps, c'est un peu la valeur qu'on ne récupérera jamais. Une heure perdue, c'est une heure perdue. L'argent, ça va, ça vient, mais le temps, on ne peut pas le récupérer. Il n'y a qu'à voir pendant le Covid, on a quand même vécu une période traumatisante où on était tous enfermés chez nous. Et là, le fait d'avoir du temps pour soi, pour ses proches, c'est super intéressant. Donc les outils permettent de le faire. Encore faut-il bien les utiliser. Si on a envie de vous retrouver, demander vos conseils, où est-ce qu'on vous retrouve? Alors, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur TikTok et surtout sur LinkedIn, parce que c'est là où je suis le plus actif. Je fais aussi des formations, des ateliers pour permettre justement aux gens d'avancer sur ces sujets-là et de gagner du temps. Toujours à sensibiliser. Oui, c'est ça. Bon. C'était un plaisir pour moi de te recevoir sur Déclic. Et puis, s'il y a d'autres aventures au Bénin, n'hésite pas à revenir, le plateau est ouvert. Avec plaisir. Quand tu veux, Uri. Avec plaisir, merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. En attendant, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres.